La santé psychique de notre population est une préoccupation grandissante. Des défis aux solutions, notre invité nous en parle. Restez avec nous. Florence Natter, bonjour. Bonjour. Bienvenue avec nous. Merci. Vous êtes une spécialiste du secteur de la santé psychique. Alors, permettez-moi de vous demander, afin qu'on soit tous alignés au même endroit, une définition. Je pense que c'est vrai que c'est important de dire de quoi on parle quand on parle de santé psychique, parce que encore bien souvent quand on parle de santé psychique, on pense tout de suite aux maladies. Or, la santé psychique, dans le fond, ça fait partie de notre santé en général. Donc être en bonne santé, ça implique aussi d'avoir une bonne santé psychique. Et puis ça prend en considération évidemment la notion de bien-être, mais aussi le sens qu'on peut avoir dans notre vie au quotidien, la capacité de pouvoir maîtriser sa vie, d'avoir une activité, quelque chose qui donne du sens. Et c'est tous ces paramètres-là qui sont compris dans le fond dans la santé mentale ou la santé psychique. On utilise les deux mêmes termes en français pour parler de la même chose. Et puis c'est aussi une façon de se rappeler qu'on est tous concernés par la santé mentale, qu'on peut toutes et tous à un moment donné dans sa vie se sentir plus fragile, plus vulnérable et traverser un moment difficile sans que ça débouche nécessairement sur un problème de santé mentale plus durable. Alors, évidemment, dans cette situation sanitaire exceptionnelle, on est en plein dans le sujet. Alors, ma prochaine question, c'est l'état des lieux. Bien, c'est vrai qu'on a beaucoup de préoccupations. D'abord, dire quand même que la santé mentale fait partie de priorités en santé publique depuis un certain nombre d'années maintenant, parce que la santé mentale a quand même aujourd'hui d'importantes conséquences, des coûts aussi importants pour la collectivité. On sait par exemple que en Suisse, 40% des personnes qui aujourd'hui bénéficient d'une rente de l'assurance invalidité le sont en raison d'un trouble à leur santé psychique, donc c'est quand même relativement conséquent. On dit aussi, par exemple, que les coûts globaux en Suisse de la santé mentale sont de l'ordre de 11 milliards de francs par année, donc c'est quand même des chiffres conséquents. Alors évidemment, ça prend en compte les soins aux personnes, mais ça prend en compte aussi les assurances sociales, ça prend en compte l'absentéisme, enfin de multiples conséquences. Donc c'est vrai que ces préoccupations sont déjà présentes depuis un certain nombre d'années, ce qui a amené d'ailleurs la Confédération par Promotion Santé Suisse à engager une campagne de promotion de la santé mentale qui est organisée autour de Santé Psy en Suisse romande. Mais maintenant, c'est vrai qu'avec ce qu'on traverse là depuis plusieurs mois, les préoccupations vont aller croissant et on sent beaucoup de fragilisation dans la population de façon générale, beaucoup de personnes qui se sentent perdre-pied, qui sont on est dans une telle incertitude que dans le fond, on ne maîtrise plus justement notre vie au quotidien. On ne sait pas de quoi demain sera fait et c'est évidemment très très préoccupant aujourd'hui. Donc c'est important d'abord de pouvoir en parler. Mais alors, du coup, je rebondis sur ce que vous dites, qui est fort intéressant et qui aussi est un miroir de ce que nous entendons tous autour de nous. Ne pas avoir de vision sur le futur, ça fait partie des défis de ce secteur. Alors oui, c'est un défi parce que ça veut dire qu'il va falloir d'abord pouvoir soutenir les personnes qui vont rencontrer des difficultés. Donc ça veut dire que tout le dispositif d'accueil, de soutien et d'accompagnement doit être présent, mais doit être aussi évidemment disposer des ressources nécessaires pour le faire. Et puis c'est aussi comment on peut, j'ai envie de dire, un peu repenser notre projet de société aussi pour retrouver du sens et se dire ok, on est en train de traverser collectivement. Et j'insiste sur ce mot collectif parce que on peut s'enfermer aussi évidemment dans une souffrance individuelle parce que c'est très difficile. Mais comment est-ce qu'on peut collectivement peut-être aussi saisir ce qu'on est en train de vivre pour peut-être changer, apporter quelques changements dans la société et dans la façon dont on est reliés les uns aux autres. Quels sont les risques dans ce secteur, en dehors des risques économiques dont vous allez certainement nous parler, mais les risques en général qu'on affronte dans ce secteur d'activité? Alors, je pense que le risque principal, c'est quand même de voir un nombre croissant de personnes solliciter, avoir besoin d'aide. C'est vrai qu'on évoque, il y a un certain nombre de rapports déjà qui sont publiés et qui évoquent par exemple une préoccupation très importante sur les suicides, les tentatives de suicide. Donc c'est vrai qu'on doit vraiment
simplement avoir un dispositif d'accueil, de soins et de soutien qui doit être présent pour pouvoir répondre à ces besoins-là. Et puis après, c'est évidemment aussi pouvoir travailler sur tous les autres aspects, que les personnes puissent retrouver un emploi ou conserver leur emploi, conserver leur capacité économique. Ça fait évidemment aussi partie des défis qui ont un lien finalement relativement direct avec la santé mentale ces prochains mois, voire ces prochaines années. Est-ce que les personnes atteintes, est-ce qu'elles sont plus de l'ordre du professionnel, du privé, du social, de cette situation extraordinaire qui peut-être fait un mélange de tout ça? Est-ce que vous avez quelques, peut-être pas chiffres, mais en tout cas quelques informations à partager avec nous à ce sujet? C'est vrai ce qu'on observe dans les personnes qui sont déjà concernées par des problèmes de santé psychique depuis un certain nombre d'années. Je pense qu'il y a plusieurs trajectoires. Alors il y a évidemment des maladies qui sont déclenchées par des facteurs externes, mais c'est vrai qu'on rencontre aussi beaucoup de personnes qui ont perdu pied à un moment donné dans leur parcours et qui ont été finalement pas entendues, pas soutenues dans leur contexte professionnel et qui se sont retrouvées finalement exclues, licenciées avec des pressions importantes à laquelle elle n'était pas en mesure de répondre. Je donne souvent cette comparaison. C'est vrai que il y a plus d'un siècle, un des problèmes en lien avec la santé publique, c'était les conditions de travail, le travail dans les mines et l'impact sur la santé. Aujourd'hui, je pense quand même que notre monde du travail est quand même responsable pour beaucoup dans certaines situations de fragilité, parce qu'on est presque orienté exclusivement sur la performance, la productivité, le rendement, sans prendre en compte que le premier outil pour conduire tout ça, c'est l'humain. Et l'humain, on doit l'accueillir, lui accorder de l'attention, le valoriser, le soutenir, l'encourager. On peut dire que notre monde se déshumanise d'une certaine manière, sans mettre la faute sur quoi que ce soit, mais il y a ce côté-là où on perd un peu finalement notre manière de communiquer, notre manière de construire des relations. Quelles pourraient être les solutions qu'on peut apporter aujourd'hui, les meilleures, je dirais, ou en tout cas les solutions nouvelles qui n'ont peut-être pas encore été mises en place ou peut-être qui sont mises en place ailleurs sur le globe? Dans le fond, je ne sais pas si c'est vraiment des solutions nouvelles, mais c'est peut-être revenir à certaines valeurs et entre autres à cette valeur de considérer que le premier outil pour produire quoi que ce soit, c'est d'abord quand même un humain. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de machines qui ont remplacé l'humain, mais quand même derrière les machines, il y a aussi un humain pour actionner les machines. Donc peut-être revenir à ces valeurs, réaccorder du temps, de l'attention à l'humain, donc aux collaborateurs, accorder du temps à ça, plutôt que peut-être d'investir beaucoup d'argent pour mettre à disposition une salle de fitness dans une entreprise, mais peut-être consacrer du temps autour de la machine à café pour demander à ses collègues, à ses collaborateurs comment est-ce qu'ils vont, comment est-ce que ça se passe pour eux, est-ce qu'ils ont des préoccupations. Je pense que cette attention-là doit être renforcée. Ça a l'air tout bête, mais c'est probablement quelque chose qu'on a perdu de vue aujourd'hui parce qu'on est très orienté processus, protocole, communication efficace et digitale. Enfin, je pense qu'il y a de l'humain à ramener. En 3 mots, le monde de demain, est-ce que vous arrivez à avoir une vision sur le futur ou pas vraiment? Alors, même si aujourd'hui on est dans quelque chose de difficile, moi je suis quand même optimiste, positive, et je crois quand même à la capacité de notre monde collectivement de rebondir peut-être sur ce qu'on traverse pour changer, apporter quelques changements dans notre façon de vivre, notre façon d'être ensemble. Donc de l'espoir et être positive. C'est magnifique de finir sur cette note. Florence Natter, on vous remercie infiniment pour ce moment passé avec vous. On pourrait vous garder des heures, mais voilà, c'est comme ça. En tout cas, on vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci à vous et à vous aussi le meilleur. Cette interview est en partenariat avec Doukascopy TV. Restez connectés, restez avec nous pour notre invitée très spéciale, Florence Natter. Merci, à bientôt.